Au-delà de votre carrière professionnelle, vous êtes engagé depuis plusieurs années contre le racisme. Pensez-vous qu'il y a du racisme dans le football en France? Effectivement, le racisme, c'est triste à dire, mais il est toujours dans le football. On l'a vu récemment, encore une fois, dans différents pays comme l'Italie, encore l'Espagne, où il est encore ancré. En France, encore beaucoup moins. En France, on a beaucoup moins ce problème-là parce que faut faire avec. Et que maintenant, je pense que ça ça commence à disparaître, mais force est de constater qu'en Espagne, en Italie, le racisme est encore omniprésent et il fait encore fureur. On voit que Vinicius ou d'autres acteurs du football là-bas, dans ce pays-là. Donc, on se doit de lutter contre cela. Quelles sont les formes du racisme dans le football en France? Le racisme, je pense qu'il évolue, il change de forme, il est plus direct, il est beaucoup moins direct comme avant, comme on peut le voir en Italie ou en Espagne. Il est silencieux. C'est-à-dire que, par exemple, bon, ça concerne beaucoup de pays européens, un peu moins en Angleterre, mais par exemple, on n'a pas beaucoup de coachs noirs dans les équipes professionnelles. Est-ce que c'est lié à du racisme? Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, ne pas voir Habib Beye, par exemple, un coach de renom comme lui, qui a fait du bon travail avec le Restart, ne pas trouver de club, je m'interroge. Je m'interroge, clairement. Donc, effectivement, il se peut qu'il ait changé de forme. Y a-t-il également de l'islamophobie dans le football en France? De toute façon, il y a du racisme, il est évident, islamophobie également. On va dire que je joue le rôle de la victime, mais non. Force est encore une fois de constater que euh, toujours des polémiques sur les footballeurs de l'équipe de France. Ils sont trop noirs. Il y a un peu trop de musulmans. Euh, ça, c'est récurrent, ça. Et il faut même voir les messages que certains joueurs de l'équipe de France reçoivent des fois. C'est des messages raciste et islamophobe. Et c'est encore présent. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là. Et je pense qu'il devrait faire beaucoup plus d'efforts. Il faut voir ce qui s'est passé il y a quelques années, même à mon époque. L'époque de Ribéry en équipe de France, par exemple, quand il parlait de la viande halal, ouais, je mangeais halal. C'est un problème, ça faisait des débats télévisés. Les prières, à un moment donné, ça faisait des problèmes, encore une fois, des débats télévisés sans cesse. Donc tout ça aujourd'hui, certes, on en parle moins dans les infos, mais dès qu'il y a un petit moment qu'il faut parler, bon, aujourd'hui on parle beaucoup plus de la mode équipe de France, lorsqu'ils sortent de leur voiture pour accéder à leur château, donc on les critique beaucoup, mais le problème islam est toujours là hein, avec l'équipe de France. On a souvent lié l'islamophobie avec le cas de Karim Benzema. Qu'en pensez-vous? Benzema a été clairement victime de racisme et d'islamophobie parce qu'il était un peu trop arabe et un peu trop musulman. Et j'ai beaucoup apprécié sa réponse à Benzema, toujours avec les hamdoulilah, toujours avec une date, tu vois ce que je veux dire? Mais Benzema est l'exemple même que dans ce pays, en France, nous avons des anti-musulmans, des anti-arabes, c'est effectivement le cas. Benzema est le parfait exemple. Les footballeurs qui subissent le racisme le dénoncent-ils? Je pense que le footballeur, actuellement, il passe au-dessus de tout ça, à raison ou à tort ou à raison, ça je sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'il ça lui passe au-dessus. Lui, il est là pour jouer au football, il n'a pas trop envie de créer des polémiques. Et attention, ils ont été visés. Moi, je parle beaucoup des gens de l'équipe de France. Beaucoup ont été visés par des propos, des actes islamophobes ou racistes, mais ils passent outre. Donc, on fait le travail pour eux. Donc, j'espère qu'à un moment donné, ils seront reconnaissants. Mais non, on se met au devant de la scène pour condamner, pour dénoncer. Et ça serait bien qu'ils soient beaucoup plus solidaires entre eux et beaucoup plus présents. Vous dites qu'on ne voit pas assez de Noirs et d'Arabes dans les instances du football et sur les plateaux TV? Aujourd'hui, tu ne verras pas beaucoup d'Arabes ni de Noirs. C'est un choix qui est leur choix. Pour moi, ce n'est pas normal. Les plateaux télé, aujourd'hui, bon, j'allume Téléfoot, je vois quand même Rio Mavuba, donc il y a il y en a quand même. Peut-être qu'il devrait y en avoir plus, peut-être qu'il y a un système de quotas au sein des radios ou des télévisions, ça, moi, je ne sais pas. Moi-même, j'ai été victime de cette chose-là. J'étais chez RMC et à un moment donné, à partir du moment où tu prends des positions claires, tu déranges. Et voir un noir prendre des positions, ça dérange, clairement. Et voilà quoi. Si tu es noir ou arabe et que tu veux faire de la télévision ou de la radio, tu dois rentrer dans un cadre. Tu dois rentrer
dans un système. Fais gaffe comment tu parles. Et souvent, ils nous le disent. Hein. Souvent, tu verras des gens à la radio ou à la télé. Parle pas trop de ça, d'accord? Calme-toi. Parle pas trop de ça non plus. T'as vu ou quoi? Calme-toi. Parce qu'il y a un système. Il faut respecter. Et quand tu ne le respectes pas, bah forcément, tu dégages. Qu'en est-il de l'engagement des footballeurs contre le racisme? Trop peu de joueurs sont engagés sur cette question-là. Trop peu de joueurs. Bon, ils sont intéressés par autre chose peut-être, mais il devrait y avoir beaucoup plus de joueurs. Par exemple, je prends les États-Unis, par exemple, là-bas, ça passe pas. Là-bas, il y a le système qui met en place là-bas, ça ne passe pas. Tu fais attention à ce que tu dis et ce que tu fais. En France, on devrait le faire, mais il faudrait peut-être être un peu moins individualiste et égoïste et penser un peu plus collectif, être un peu plus unis. Parce que justement, le but de ce système-là, justement, c'est de nous désunir et d'être individualisés dans certains, voilà, et on parle pas. Mais on devrait justement être beaucoup plus unis et ensemble. Et à partir de là, je pense que ça bougera. Est-ce risqué pour les footballeurs de prendre position contre le racisme? Tout ce qui touche au racisme, à l'islamophobie, c'est risqué pour leur carrière. Je pense qu'il faut faire attention à comment tu parles, avec qui tu parles. Oui, c'est risqué. C'est risqué. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas se prendre la tête. Il y a de l'enjeu, il y a de l'argent en jeu, il y a de la réputation aussi en jeu. Je, je pense qu'ils veulent pas trop se mouiller. Et je pense que c'est un problème parce qu'aujourd'hui, les Noirs et les Arabes aujourd'hui font le football. C'est eux le football. Ils font partie intégrante du football et ils sont performants. Donc, s'ils s'unissent tous, bah, le football ne marchera pas. Ça fonctionnera plus. Mais encore faudrait-il les amener à penser comme ça, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Passons à l'actualité. Vous avez interpellé récemment le journaliste sportif Daniel Riolo concernant un tifo du PSG. Que s'est-il passé? Riolo, lui, a commenté la banderole des Free Palestine, des supporters des Ultras, que je salue, parisiens. Pourtant, moi qui est marseillais, attention, faut le dire, j'ai été euh, honoré et heureux de voir des supporters parisiens mettre ce tifo en mémoire, en soutien au peuple palestinien qui vit un apartheid, qui vit une colonisation. Tout le monde s'en fout, mais enfin, tout le monde s'en fout, non. Le peuple s'en fout plus maintenant. Je pense que le peuple est maintenant éveillé et réveillé. Mais je parle de médias mainstream, par exemple, qui, eux, ne font pas leur travail, clairement. Mais voilà. Et de là, effectivement, nous avons eu ce journaliste, pseudo-journaliste professionnel qui a commenté en disant que bah, moi, ça me donne la gerbe, entre guillemets. Hein. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. À la fin, il était carrément contre le fait clairement, hein, que ce tifo puisse être mis comme ça un soir de Ligue des Champions au parc. Et donc de là, Dembaba a répondu. Moi, je lui ai clairement dit qu'il se taise. Voilà. Le mot gueule, je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit, mais tout le monde l'a compris. Mais qu'il se taise à un moment donné, parce que le deux poids, deux mesures, ça va à un moment donné. Ce que vivent les Palestiniens, c'est effroyable, c'est très grave. Et mes mots, j'ai pas de mots pour dire ce qui se passe là-bas. C'est un génocide clair. Et le fait d'entendre des gens qui disent ça me dégoûte ou ça me donne la gerbe, son côté, on connaît. On sait c'est quoi sa ligne de conduite, on sait c'est quoi on sait dans quel système il suit ce gars-là. Donc je lui dis clairement qu'il se taise, qu'il commande ses matchs. Quoi. Commande tes matchs à un moment donné, parce que lui, il fait son buzz que sur le truc comme ça. Il fait son buzz là-dessus. Il fait son buzz sur la coupe de cheveux de Barcola, il fait son buzz sur un tel, je sais pas quoi. Mais par contre, parle football, mon ami, c'est mieux, t'es mieux comme ça. Voilà. Que pensez-vous des événements qui se sont déroulés à Amsterdam en marge du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv? Le problème à Amsterdam, qui a été provoqué par les hooligans israéliens, ça c'est autre chose encore. Effectivement, on a parlé de pogrom, on a parlé de dinguerie carrément, pour qualifier ce qui s'est passé là-bas. Alors heureusement que la police hollandaise a tout remis dans le contexte et a été justement très claire et a dit clairement les choses que ils ont cherché, ils ont commencé, que ils ont provoqué, que ce soit la population dans les rues ou par des insultes ou par siffler la minute de silence en mémoire aux victimes de Valence.
c'est un manque de respect clair. Ils sont venus à Amsterdam euh, avec de la provocation et ils ont été reçus. Voilà. Même si, attention, je ne suis pas forcément pour ce qui s'est passé, la réponse a été peut-être disproportionnée, mais ils ont été reçus, ils ont été accueillis. On ne peut pas venir dans une ville, sur Paris, Amsterdam ou Londres, et insulter les Arabes, euh, euh, critiquer la Palestine ou même dire que faire des chants sur les enfants morts à Gaza. Mais tu fais ça chez toi si tu veux. Mais tu fais pas ça ici. Parce qu'ici, il y a du répondant. Ici, on n'est pas des victimes. Que pensez-vous de la tenue du match France-Israël au Stade de France le 14 novembre? Moi, je suis contre le fait qu'un match de ce genre puisse avoir lieu. Ce n'est ni, c'est anormal, c'est pas normal, ce n'est pas moral et, euh, et euh, c'est pas raisonnable d'accueillir euh, une équipe ou un pays qui commet actuellement un génocide. Pour moins que ça, la Russie a été bannie de toutes les compétitions. On ne les a plus revus, les gars. Voilà. On les a plus revus. Pour moins que ça. Et là, on laisse Israël faire son match, etc. Moi, je suis contre ça, comme beaucoup de Français. Et je pense que ce match va être boycotté, de toute manière. Et que très peu de gens verront le match ou iront au match, j'en suis sûr à 100%. Euh, et je partage l'avis de beaucoup de Français et même de classe politique française qui disent clairement que le match ne devrait pas avoir lieu. Je les rejoins. Euh, je ne ferai et je ne fais pas d'amalgame entre le juif, le sioniste, parce que souvent on dit oui, antisémite, et souvent on en parlait comme ça. Or que il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui sont contre le système, contre le sionisme, contre Israël, et qui manifestent avec nous leur mécontentement. Ils sont juifs, donc eux, on fait quoi? Ils sont antisémites aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'amalgame. J'appelle aussi les gens, les jeunes surtout, à pas faire d'amalgame. Ouais, nous les juifs, c'est sûr. Non, 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 il n'y a pas de truc comme ça. Le mec, il est comme toi, il dénonce comme toi. Euh, donc, d'amalgame. C'est super important. Mais nous devons continuer à lutter contre ce fléau que le sionisme, ce fléau qui tue des femmes et des enfants constamment, tous les jours. Là, moi, je suis dans l'association Barakat Sheri et on vient en aide dans différents pays, en l'occurrence en Afrique, mais surtout aussi actuellement à Gaza où on distribue de l'eau. Et ben, mon directeur à Gaza pour ma distribution d'eau a été tué aussi dans un bombardement. Que Dieu lui fasse miséricorde, ça nous touche parce qu'on avait une communication avec lui et du jour au lendemain, il disparaît. Et lui, son travail, c'est d'aider la population. Tu vois, donc c'est pas quelque chose de facile pour nous. On dénonce et on dénoncera quoi qu'il arrive. Durant votre parcours, vous avez porté le maillot de l'équipe du Sénégal. Quel est votre avis sur l'évolution du football africain? Le football africain, il est vrai qu'il évolue. Il y a des pays qui sont en avance. Je prends le Maroc, par exemple. Dans le développement, dans leur pays, ce qu'ils font pour le sport en général, mais surtout pour le football, c'est extraordinaire. Euh, S'ils arrivent à la Coupe du Monde à être dans le dernier carré, etc., c'est une performance. Ça montre que l'Afrique est en marche. Malheureusement, malheureusement, on a encore des pays africains qui ont du mal à se développer. Il y a des pays encore où les subventions qu'ils peuvent avoir pour le football, ben, ça, ils se les mettent dans les poches. Il y a des pays qui ont du mal à suivre la cadence et à avancer. Mais on constate aussi que d'autres pays comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, ils sont là ils arrivent à concurrencer maintenant des grandes nations. Et c'est là-dessus qu'il faut voir, c'est là-dessus qu'il faut miser et c'est comme ça qu'il faut avancer. Ça va en grandissant. Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels, même d'anciens professionnels comme moi ou d'autres, investissent en Afrique, s'occupent des jeunes, des compétitions, tout ce qui est local, ça se développe parfaitement. Je parle du Sénégal, même du Congo ou encore d'autres pays, l'Afrique noire, subsaharienne ou l'Afrique du Maghreb. Ça se développe. Donc ça pourrait pas s'essouffler, ça va aller en grandissant et nous aurons de plus en plus de pays qui vont entrer dans la danse et qui seront efficaces pour les prochaines Coupes du Monde, etc. Je pense qu'on pourra, maintenant même, on est passé à beaucoup plus d'équipes africaines pour la Coupe du Monde, donc ça veut dire que on sera beaucoup plus compétitif. Et ça, c'est une bonne augure pour l'Afrique. Quels sont les principaux défis pour le football africain? C'est le développement. Il faut que nos élites et nos responsables africains comprennent qu'il faut arrêter déjà de se mettre de l'argent dans les poches.
mais qui doivent penser à la jeunesse. L'Afrique, c'est le continent où la jeunesse, elle est grandissante. La jeunesse, c'est le berceau chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont nombreux en Afrique et qu'il faut composer avec eux. Donc, il faut penser à l'éducation, il faut penser à la formation sur le plan sportif. Euh, et, et ça, c'est le grand défi de ces 10 prochaines années, c'est investir dans les infrastructures et sur la jeunesse afin qu'on ait les jeunes les plus compétents, mais pas que dans le sport et le football, hein, c'est en général dans différents domaines. Nous avons des talents, nous avons des cerveaux et il faudra les exploiter pour l'Afrique. Le départ des jeunes talents africains pour l'Europe est-il un frein au développement du football africain? Je pense que moi, je suis contre maintenant l'exportation, le fait de partir, après et souvent, beaucoup partent mais ne reviennent pas en Afrique pour apporter leur savoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je prends le Burkina Faso, le Mali, etc. Ils vont se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est une bonne direction qu'ils ont pris. Et aujourd'hui, les cerveaux doivent rester sur le continent, sur la terre-mère. Et ils doivent être bénéfiques pour l'Afrique. Et je pense pas que le fait de s'exporter, travailler là-bas et revenir, puisse, ça soit, bon, c'est bien, mais je pense pas que dans un futur, ça soit efficace. Que font les responsables africains pour protéger les footballeurs africains du racisme? Je pense pas qu'ils aient mis en place quelque chose de clair pour protéger justement ses compatriotes. Et je pense que c'est un sujet, effectivement, qui doit être traité au sein des gouvernements en Afrique et ils doivent être un peu plus stricts aussi. Maintenant, bon, après, je suis pas dans les petits papiers pour savoir ce qu'ils font. J'ai un regard assez mitigé là-dessus, mais je pense et j'espère que justement, ils mettront en place un système qui permettra justement de pouvoir accompagner et défendre justement leurs compatriotes à l'étranger. Que faire pour rendre les championnats africains plus attractifs? Faut investir dans l'infrastructure, il faut investir sur la formation des jeunes, il faut investir sur des équipes, il faut être beaucoup plus professionnel et là on sera compétitif parce que je pense que l'Afrique a un vivier exceptionnel de joueurs, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Voilà, donc il faut se donner les moyens, il faut penser à la jeunesse, il faut investir dans la jeunesse, pas venir en Afrique. Et là, je parle de ceux qui sont aussi de la diaspora française, ils sont là, ils vont en Afrique. euh, mais c'est des vaches à lait, quoi. Ils viennent en Afrique pour prendre, mais pas pour donner. Tu vois, ils vont investir là-bas pour prendre pour eux-mêmes. Mais quand tu viens en Afrique, il faut pouvoir donner, surtout pour le peuple. Et bah, forcément, tu gagneras beaucoup moins, mais à la fin, le résultat sera positif. Concernant l'actualité de la sélection sénégalaise, le contrat d'Aliou Cissé n'a pas été renouvelé après 9 ans à la tête de l'équipe nationale. Quelle est votre opinion sur cette décision? Je pense que le Sénégal ou l'équipe avait besoin de renouveau. Et je pense que la façon dont il s'y est pris avec Aliou Cissé, c'est pas respectueux. J'ai pas trouvé ça respectueux. C'est quand même le premier coach africain, enfin sénégalais, à nous ramener la Coupe d'Afrique au Sénégal. Il a fait énormément pour le pays et le continent, et même pour moi, parce que ça a été mon premier coach, moi, Aliou Cissé, lorsqu'il est arrivé. Enfin, mon premier coach, pardon. Et nous avons été, nous, la génération qu'il a eue, Aliou Cissé, quand il est arrivé au sein du Sénégal. Quand il est arrivé, j'étais là. Et c'est lui qui a voulu me donner le brassard lors de ses premiers matchs, hein. Il m'a donné le brassard de capitaine en Afrique du Sud que j'ai eu. Donc je suis très reconnaissant envers cette personne-là, qui est une personne qui est intègre, qui est gentil, qui est professionnel, qui est bon dans ce qu'il fait. Donc je pense pas qu'il est très respecté. Ça, c'est mon avis, clair. L'OCC n'a pas été respecté. Maintenant, s'ils veulent du renouveau, certes, c'est un droit, c'est peut-être vrai, mais je pense qu'ils auraient pu soigner la sortie de Cissé. Le nouveau sélectionneur par intérim, Pape Thiaw, a déjà enregistré des succès. Pensez-vous qu'il a des chances de continuer à ce poste? Je ne suis pas dans les petits papiers de la Fédération sénégalaise de football pour savoir ce qu'ils vont faire, qui ils veulent. J'ai entendu des noms, Hervé Renard ou encore d'autres qui pourraient être coach de l'équipe du Sénégal. Moi, je suis pour qu'il y ait un local. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faut consommer sénégalais. Nous avons assez de coachs. Nous avons des coachs qualifiés. Nous avons des personnalités. Donc, je pense que ça devrait rester avec les Sénégalais.
tout simplement. Habib Beye pourrait prendre la sélection. Je pense à mon ami aussi Omar Daf qui est carrément très compétent pour prendre l'équipe nationale du Sénégal, et d'autres encore. Mais surtout ces deux-là, oui, oui. Omar Daf, je verrais parfaitement à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Certains cadres de l'équipe du Sénégal, comme Sadio Mané ou Gana Gueye, semblent être en perte de vitesse. Qu'en pensez-vous? Gana Gueye, par exemple, qui a fait une carrière exceptionnelle, il faut le souligner. Ça y est, maintenant, il arrive bientôt à la fin. Je le trouve toujours aussi performant. Et surtout aussi, je vois que les jeunes Sénégalais poussent derrière aussi. Donc, c'est de bon augure pour le Sénégal. Sadio, il a fait le choix de partir en Arabie Saoudite. On sait ce que c'est. Même si c'est un championnat qui est assez relevé, attention, c'est pas facile. Mais dans l'Arabie Saoudite, ça veut dire que tu n'es plus en première ligue. Donc, forcément, voilà. Et je pense qu'ils ont apporté leur pierre à l'édifice, qu'ils ont monté et qu'ils ont honoré le drapeau sénégalais, le drapeau et l'Afrique tout entière, de par leur présence et leur performance sur le terrain. Et maintenant, je pense que les jeunes doivent s'inspirer de ce qui a été fait par ces cadres, et à eux de porter maintenant le drapeau sénégalais haut en Europe. Avez-vous des projets en cours au Sénégal? Bien sûr, c'est en cours, nous discutons, et pas qu'au Sénégal, mais en Afrique en général. Nous avons différents projets. Au Sénégal, quand même, il y a quand même beaucoup d'anciens Sénégalais enfin, d'anciens sportifs qui ont investi, et le Sénégal est entre de bonnes mains. On va dire que beaucoup de sportifs, anciens sportifs, ont investi là-bas, sur la jeunesse, dans l'éducation, dans le sport. Donc le Sénégal est entre de bonnes mains, et je pense que le futur est brillant. Maintenant, nous avons d'autres pays aujourd'hui qui demandent aussi la même chose, qui demandent aussi d'être mis en lumière, et sur lesquels il faut accorder aussi du temps. Vous avez également joué en Turquie, où l'ambiance des stades est énorme, comme on peut le voir avec Bursaspor, club de 3e division qui accueille en moyenne 40 000 supporters, ou le derby intercontinental entre Galatasaray et Fenerbahçe. Quel est votre ressenti? Bursa, c'est un club mythique aussi, Bursa. C'est Bursa, hein. Mon frère, il a joué là-bas. Moussa Sow, il a joué là-bas. On l'a ramené à Bursa. Jires Kembo, à l'époque de Paul Le Guen, il était là-bas. Frère, moi, je suis parti là-bas. Mais Bursa, c'est une vraie ville. Attention, la ville de Bursa, c'est magnifique. Et le football, j'ai des vidéos, frère. J'ai filmé carrément. J'étais dans les tribunes, les supporters. L'équipe, elle perdait 1-0 ou 2-0, tu vois. Et je vois deux supporters, ils sont prêts à se taper dessus, tu vois. Ils s'embrouillaient de fou malade, tu vois. Ils s'embrouillaient. Et après, tu vois, deuxième mi-temps, changement de situation. Boursa, il y avait un partout, 2-2, 2-2. Ils gagnent 3-2. Je vois ces mêmes supporters. Ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras. J'ai regardé ça, j'étais comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais en fait, c'est des fous, les cultures. Voilà. Il n'y a même pas une demi-heure, ils se tapaient dessus, les gars. Limite, c'est le truc de jeu, taper dessus. C'était, ah, tout le monde venait pour se séparer. Hein. Une heure après, les mecs, ils s'embrassent, ils se checkent, ils sont ensemble. Je dis, mais non, en France, c'est pas pareil, hein. En Turquie, c'est particulier. J'ai vu des choses, je me dis, mais eux, c'est des fous, des fanatiques. C'est des malades. Quand tu joues à Marseille, en fait, tu vois, j'ai fait un, j'ai fait un PSG Marseille, mais j'ai fait un Marseille PSG aussi, au Vélodrome. J'ai fait un Marseille Liverpool, où le stade, il tremblait quand je jouais sur le terrain. Le stade, il tremblait. Tellement ça faisait du bruit, tout le stade. Le stade, je jouais, la pelouse, elle tremblait. Et en fait, après le Vélodrome, moi, pour moi, la Turquie, Fenerbahçe, Bursa, même Ankara Gucci, hein, attention, j'ai vu des stades pleins. C'est des fous. J'ai rarement vu. Et le derby Fener-Galatasaray, c'est costaud quand même. C'est très, 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 très costaud au niveau de l'ambiance, au niveau de la pression. Tu sens, ça, c'est palpable. La pression des gens, ça se regarde, c'est chaud, frère. Tu vois? Et ouais, ce derby-là, c'est l'un des meilleurs d'Europe, voire du monde, attention. Le mot de la fin. Le mot de la fin, merci en tout cas pour me donner cette opportunité de parler, parce que vu que je ne suis plus et je ne serai plus invité dans les médias mainstream de par mes positions, nous vivons actuellement une période très sombre. Nous vivons une période sombre. Et ne croyez pas, les gens, ne croyez pas que vous êtes seuls. Vous n'êtes pas seuls. Des milliers, des millions de gens partagent votre énervement, partagent votre esprit de justice. Et nous sommes là, nous luttons contre toute forme d'injustice. Et là, on parle de Palestine, mais on parle aussi du Soudan, on parle aussi du Congo, ce qui se passe là-bas. Et nous sommes actifs partout. En l'occurrence, beaucoup
on parle beaucoup de la Palestine et du Liban parce que je pense que l'épicentre du problème, il est là-bas. Si nous réglons ce problème là-bas, nous réglerons le problème dans le monde entier. J'en suis sûr à 100%. Il est clair que lorsque le problème palestinien sera réglé, je pense que nous vivrons dans un meilleur monde, dans un monde meilleur. Nous devons ne pas avoir peur de condamner, ne pas avoir peur de croire que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions, mais nous ne sommes pas entendus. Les médias mainstream ont décidé de mettre qui ils voulaient et de faire parler qui ils voulaient. Mais c'est pas grave. Les médias, on n'y croit plus depuis longtemps. Certains médias, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, certains médias, et qui sachent aussi qu'on n'est plus dupes, que c'est terminé. L'âge de pierre, c'est fini. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes connectés très rapidement et très facilement. Et, et que nous appelons à la raison. J'appelle moi un mec comme Riolo à la raison à un moment donné. Et j'appelle tous ces journalistes qui parlent. Est-ce que vous avez même le matin, quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes satisfait de vous, de ce que vous faites, de comment vous parlez, des positions que vous prenez, etc. Moi, je les appelle à revenir, à réfléchir et à rejoindre quand même le camp de la justice.